Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous La Voix des RH avec Aiming. Très heureux de vous accueillir. On est en compagnie du directeur des ressources humaines du groupe Edenred et de la RSE. Je veux parler de Jacques Hadou qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Frédéric. Merci de nous accueillir. Écoute, bienvenue à la maison. Voilà, on est très bien chez Edenred. Et c'est vrai que ce rendez-vous, vous le savez, ce sont des personnalités de l'écosystème RH qui partagent avec nous leur vision, leurs convictions. On a pris de la hauteur avec Thierry Baril d'Airbus. On était également sur la route de l'excellence en compagnie de Xavier Chéreau de Stellantis. Le cousu humain des RH, c'était avec Carole Grandjean. Et puis la beauté du métier avec évidemment Jean-Claude Legrand de L'Oréal. Jacques a un parcours éclectique, très très riche. On est passé par la téléphonie mobile, on est passé par le retail aussi, et puis l'hospitalité avec Accor. Et tu es maintenant chez Edenred depuis plusieurs années. Groupe emblématique Edenred, hein. Tout est parti d'un ticket restaurant. Ouais. Et aujourd'hui, 12 000 collaborateurs dans 45 pays. Donc on va vivre forcément, quand on parle de ticket restaurant, un moment goûteux avec Jacques qui va se mettre à table, la table de la voix des RH. Jacques, je voudrais qu'on commence avec la question traditionnelle. Quels enjeux vois-tu pour la fonction RH aujourd'hui? Bon, il y a toujours les enjeux traditionnels. Ouais. Tu sais, en anglais, attract, develop, retain, attirer les meilleurs talents, les développer, leur permettre de grandir dans l'entreprise et les retenir pour construire l'avenir. Ça, c'est des défis constants, quelles que soient les périodes et quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. Après, je pense qu'il y en a deux plus spécifiques aujourd'hui auxquels on doit faire face. D'abord, c'est que le monde change. Ouais. Et le monde change radicalement. Et vite. Et très vite. C'est la fin de la mondialisation heureuse. On est en train de passer d'un monde global à un monde multilocal. Il faut s'adapter à ces évolutions, surtout lorsqu'on a un groupe très international comme les Edenred. Le deuxième, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est une révolution, à mon avis, au moins égale à celle qu'a pu être Internet dans la fin des années 90, début des années 2000. Alors, il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle, on a des angoisses, des fantasmes. Il faut garder la tête froide. Hein. Toujours. Ouais. Toujours. Tu sais, alors d'abord, il y a toujours les faiseurs de malheur. Ouais. C'est vrai que tu vends beaucoup plus si tu dis « Ouh, tout va s'écrouler » que si tu dis « Ouh, tout va bien ». C'est ce que disait Jean-Claude, qu'on avait prédit des centaines de milliers d'emplois supprimés. Moi, hein, voilà. tu sais, je prends souvent le train pour Bordeaux, comme tu le sais, puisque je suis un enfant du Sud-Ouest. Et moi, quand je rentre dans la gare Montparnasse aujourd'hui, je ne vois plus un seul guichet. Il y a 15 ans, il y avait tout le rez-de-chaussée, c'était des guichets. Il n'y en a plus. Bon, ok. Et pour autant, voilà, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont travaillé dans le monde. Donc, l'intelligence artificielle a bien évidemment révolutionné nos métiers, va faire disparaître certains métiers, va en faire apparaître d'autres. Comme toute révolution industrielle, depuis Schumpeter, on sait ça, c'est la destruction créatrice, pardon. Donc, moi, je ne suis pas plus effrayé que ça, et même, je pense que ça peut avoir un effet très positif. J'ai assisté l'année dernière à une conférence de Luc Ferry, qui, je trouve, a une vision intéressante, justement, sur l'IA, parce que c'est pas celle d'un ingénieur, C'est d'un philosophe. Hein. Et il a sorti un bouquin en plus. Tout à fait. Et il a dit cette phrase magnifique, l'intelligence artificielle sera la revanche de la main et du cœur. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'effectivement, ce sera la revanche de la main parce que toute une partie des métiers, je dirais, de main-d'œuvre ne sera pas impactée par l'intelligence artificielle. Il a dit il y aura sans doute moins de médecins parce que pour le diagnostic, on aura besoin, enfin, l'intelligence artificielle va aider de manière extraordinaire, mais on aura sans doute besoin de plus en plus d'infirmières. Oui, donc le savoir-faire et comme tu disais, cette main Tout à fait. qui fait la différence. Il y a un autre point qui te tient à cœur, Jacques, et on en parle souvent, c'est, outre l'IA, le vieillissement de la population. Oui, et ça rejoint aussi l'IA, puisque l'IA va être la première révolution industrielle qui va se passer dans un contexte de décroissance démographique. Et ce qui va changer profondément la donne. Quand tu as une révolution industrielle, ou des évolutions fortes, comme ça pouvait être dans les années 50-60, avec 4 personnes qui rentraient sur le marché du travail pour une qui partait, et quand tu fais une révolution industrielle dans un contexte où tu as une et demie aujourd'hui qui rentre pour une qui parte, et bientôt on va être pour un, ça change la donne. Je pense que l'IA, finalement, par rapport justement à tous ces discours catastrophistes, je pense que l'IA, en fait, pour partie, va remplacer des postes qu'on n'aurait pas pu pourvoir de toute manière. Et par contre, pour toute autre partie, puisque les métiers de main-d'œuvre seront beaucoup moins impactés, on sera, si demain il y avait à nouveau une croissance forte, ce que j'espère, confronté à des pénuries de main-d'œuvre absolument incroyables. Oui, donc l'homme ou la femme augmenté quelque part grâce à l'IA, et puis des tâches chronophages qui seront... si je fais moins d'Excel, je pourrais plus me consacrer aux personnes. Exactement, c'est aussi basique que ça. Et le rôle du DRH est évidemment clé par rapport à ces révolutions-là, hein, évidemment. Tout à fait, il sera de plus en plus clé, parce que d'abord, à partir du moment où les soft skills vont prendre le pas sur les hard skills, il est clair que notre capacité à détecter justement ces talents à travers leur empathie, leur attitude, leur capacité à créer du lien, c'est beaucoup plus difficile que juste regarder un CV.
si bien tu as sûr. fait telle école ou si tu as telle compétence. Donc, ça va être fondamental. Et puis aussi, il faut le reconnaître, des générations qui arrivent sur le marché Ah du ben ouais. travail, la fameuse génération Z. Bon, moi, ça fait un certain temps que je fais ce métier, donc j'ai connu un peu tout, X, Y, Z. La Z, elle est pas mal. Et en plus, je la connais bien parce que comme j'ai 3 filles qui sont en pile là-dedans, donc si tu es à la maison, Ouais, donc si tu as tu un veux, regard à la fois je perso exactement. et pro. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population et tous ces changements, avec cet intergénérationnel au milieu, les DRH sont au centre du jeu. Je voudrais qu'on parle d'Edenred. Ouais. Jacques Adou, notre invité aujourd'hui de la Voix des RH. Edenred, un groupe pas comme les autres, hein, je le disais, tout est parti de la France. Aujourd'hui, 45 pays, 60 millions d'utilisateurs. Et Exactement. c'est une grande fierté pour toi et tes équipes, hein. Oui, je crois que c'est une des plus belles aventures industrielles françaises. Je pense que voilà, on oublie souvent que c'est une invention, une création française qui a essaimé dans le monde. Ouais, Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a quand même pas des centaines. c'est vrai. Donc c'est une vraie fierté pour moi en tant que DRH d'être dans cette entreprise. Et aussi parce que on contribue, je pense, au bien-être des salariés tous les jours à travers nos différents produits, que ce soit ce qu'on appelle la partie bénéfice, avantage aux Ouais. salariés, la partie mobilité, et même la partie paiement interentreprise, tout ça contribue, je dirais, à l'engagement des collaborateurs et à faire en sorte que les gens aillent travailler avec le sourire aux lèvres. Et d'ailleurs, notre nouveau concept autour des bénéfices salariés, c'est la joie de vivre. Ben voilà, Voilà, c'est aussi simple que ça nous va ça. très bien. Joie de vivre partagée avec Jacques Adou, le DRH des Edenred et directeur de la RSE aussi. Jacques, tu as coutume de dire que c'est un peu le meilleur des deux mondes, en fait. Déjà, notez qu'il n'y a plus que 16% des collaborateurs qui sont français, hein, donc ça s'est vraiment Alors internationalisé, hein, en fait, c'est 16% de notre chiffre d'affaires. du chiffre Excusez, d'affaires. du chiffre d'affaires qui est en Oui, France. ça veut dire que Voilà, 85 pour se 84% est fait fait à ailleurs. l'étranger, Voilà, donc donc effectivement, chapeau, hein. c'est vraiment, je dirais, une boîte, une société, pardon. C'est vraiment Attends, on refait. ouais, Et il faut dire aussi, Jacques, que 16% du chiffre d'affaires est fait en France. Ça veut dire que tout le reste, c'est à l'international. Donc, c'est une sacrée réussite mondiale, hein. tout à fait. Nous sommes présents sur tous les continents. Mm. Comme je dis, parfois, je me réveille avec les mails de Singapour et je m'endors avec ceux de Oui. Buenos Aires hein, ou de Santiago du Chili. Oui, c'est une vraie société internationale, c'est une société internationale d'origine française. C'est ça. Ce qui fait que l'aspect multiculturel est pour nous fondamental. Ouais, on y reviendra d'ailleurs. Ouais, et puis c'est un vrai bonheur pour moi de travailler voilà, avec ces gens de tous ces pays, de toutes ces cultures différentes. C'est un enrichissement personnel incroyable. Et puis après, pour notre business, eh bien, c'est important d'être présent sur tous ces continents, sur différentes lignes de produits. Ça permet effectivement de gérer parfois les crises qu'on peut avoir à droite ou à gauche et avoir justement comme ça cet équilibre entre les produits et les pays. Tu parles d'équilibre, il y a aussi un juste équilibre entre, tu dis le meilleur des deux mondes, hein, Oui, c'est-à-dire qu'on a des racines solides, et puis, mais on est agile, hein. eh ben, je crois, tu l'as dit, on est 12 000 collaborateurs. Bien sûr, c'est beaucoup, mais quand tu prends les grandes entreprises françaises, il y en a qui ont beaucoup plus de salariés dans le monde. Et on a conservé cet esprit justement start-up. Ouais. Voilà. Et quand j'ai des candidats en face de moi qui me disent mais pourquoi je viendrai chez vous? J'ai dit écoutez, voilà, si vous voulez avoir l'agilité, la créativité, l'esprit entrepreneurial d'une start-up et en même temps la solidité d'un groupe coté profitable, eh ben vous venez Venez chez ici. Edenred. Ouais, Voilà. chez nous. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est le meilleur des deux mondes. C'est effectivement avoir l'assurance d'avoir une société qui a les moyens de ses ambitions et pouvoir se projeter avec une vraie pérennité. Et en même temps, voilà, moi je connais tous les directeurs de pays, les GM de pays, je les connais. Ouais. La semaine dernière, on avait notre Vraie proximité. leadership meeting avec les 200 exécutives. Voilà, je peux serrer la main à tout le monde, quasiment. Ça, Je serre la main à tout le monde et je les connais tous. Alors, tu les connais tous, ce sont tous des talents. Justement, on va parler des talents, ils sont avec les compétences au cœur du réacteur. Alors, il y a des multiples solutions qui sont proposées par Edenred, la pause déjeuner, le Ouais. shopping, le ménage, garde d'enfants, jardinage, cours particuliers, et j'en passe. Il y a 3 grandes fonctions, Jacques. Ouais. Alors, la première fonction, c'est un peu ce que tu évoques, c'est les bénéfices aux salariés. Ça veut dire qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, la rétention des talents est clé pour une entreprise.
et qu'il faut, voilà, on retient des collaborateurs, bien évidemment, par rapport à l'environnement professionnel, mais aussi en leur apportant un plus. Mmh. Et ce plus, bah, effectivement, ça a démarré par le ticket restaurant. Il faut le rappeler qu'au départ, un moyen de rétablir l'équité entre le salarié qui a une cantine d'entreprise et celui qui C'est n'en a celui qui pas. n'en a pas. Ah oui. Souvent, parfois, on se pose la question, mais pourquoi? Tout simplement, ben oui, si vous êtes dans une entreprise, il y a une cantine, vous allez avoir un repas subventionné. Mais si tu n'as pas de cantine, bah, tu S'il vas n'y au a pas de resto d'à cantine, vous côté êtes avec le voilà, ticket. avec le ticket qui est aussi une forme voilà, d'aider les gens à avoir une alimentation saine pour une vie saine. C'est ça l'idée de départ et elle continue à être celle-là. Et puis après, on s'est étendu voilà, sur tous les produits dont tu as parlé, à travers les tickets CESU, à travers, en fonction des pays, ça peut être l'éco-chèque en Belgique, ça peut être le ticket welfare en Italie. Donc chaque pays a développé Des un écosystème spécificités. de spécificités souvent au départ autour du ticket restaurant, qui est d'ailleurs dans certains pays plus un ticket alimentation qu'un ticket restaurant. Et là, avec l'acquisition de Reward Gateway il y a 2 ans, on s'est lancé de manière accélérée dans l'univers des plateformes, si tu veux, de bénéfices salariés, où voilà, le collaborateur bénéficie d'un certain nombre d'avantages et on lui propose des services de plus en plus importants. Ça, c'est la première partie de notre activité. La deuxième, ce sont les solutions de mobilité. Mmh. Solutions de mobilité qui peuvent être tant pour les collaborateurs à travers la gestion des flottes avec les cartes carburant pour les sociétés, les voitures de fonction, mais aussi ce qu'on appelle le heavy fleet, c'est-à-dire les flottes de camions. Et là aussi, on aide les entreprises à avoir tout un tas de solutions au travers de la mobilité professionnelle. Et puis la dernière activité, c'est le paiement interentreprise. Parce qu'en fait, derrière tout ça, quel est le savoir-faire d'Edenred? C'est gérer des flux financiers sécurisés entre une entreprise qui donne un produit à un utilisateur, qui peut être une carte carburant ou un chèque cadeau, qui va l'utiliser dans ce qu'on appelle un marchand, qui va être un restaurant, une librairie ou une station-service. Et nous, on sécurise l'ensemble de ce circuit financier. Alors, ce qui est important de voir, c'est que pour réaliser ce que vous proposez et cette palette de solutions que vous proposez, il y a 3 grandes fonctions. Il y a tout ce qui est techno, il y a la force de vente et puis il y a le support client. Ouais. Et tu dis que les people, et Bertrand Demazy, le président d'Edenred, le dit également, people, premier asset. Hein. Ça, c'est quelque chose que répète toujours Bertrand. Je pense que je peux me féliciter d'ailleurs d'avoir un PDG qui est très à l'écoute des ressources humaines. C'est nécessaire parce que si tu n'as pas ça, tu fais rien. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et il dit toujours, les collaborateurs sont le premier asset et it's all about people. Voilà. Il démarre très souvent ces réunions par cette phrase. Tout commence avec l'humain. Mais oui, en fait, parce hein. que effectivement, si tu n'as pas les talents, tu sais, tu peux avoir le meilleur produit du monde, la meilleure idée du monde. Si tu n'as pas les bons ingénieurs pour créer la structure technologique, si tu n'as pas les bons vendeurs pour aller le proposer, Commercialiser. si tu n'as pas le bon support client pour aider Pour répondre. tous nos utilisateurs, Ça marche pas. ça marche pas. Et Ça en marche pas. plus, il faut le préciser aussi, la place de la femme est très importante, hein, avec en 8 ans une évolution qui a été considérable. Hein. Si tu veux, quand j'ai intégré Edenred, il y avait, au niveau de la population globale, c'était 50-50 entre les hommes et les femmes. Et il n'y avait que 19% de femmes dans la population exécutive. À un moment, ça interpelle. Ouais. Je te dis, j'ai 50% de femmes dans le. Et là, j'ai un vrai déséquilibre. Et quand on arrive en haut, il n'y en a plus que 19%. Plafond de verre. Et là aussi, Bertrand m'a dit, écoute Jacques, on ne peut pas rester comme ça. Bien sûr. Donc maintenant, on y va à fond sur la gender diversity. Et voilà, là, cette année, on a terminé à 38%. Et voilà. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'effectivement, aucun combat n'est impossible à partir du moment où tu as la volonté de faire les choses. Voilà. Jacques Hadou, notre invité dans La Voix des RH. Jacques, on parle de cette fonction RH qui passionne, on l'a vu avec ce parcours que j'évoquais tout à l'heure. Et tu as un périmètre, ça c'est important aussi de le souligner, qui est élargi. Hein. Carole Grandjean, que j'évoquais tout à l'heure, a en charge de la communication interne de Etam, en plus des ressources humaines. Toi, il y a la RSE. Et j'allais dire que c'est un terrain de jeu qui est presque logique. Hein. Oui, alors pendant 8 ans, effectivement, la RSE a accompagné j'ai supervisé ressources humaines et RSE. Ça va changer dans les semaines qui viennent, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que, en fait, au départ, c'est vrai que la RSE s'est beaucoup centrée sur les sujets d'inclusion et de diversité. Ouais. C'était voilà ce qui portait. Les marqueurs, en fait. Voilà, c'était les marqueurs. Il fallait, voilà, la gender diversity, il fallait développer, je dirais, cet aspect multiculturel. Et je crois qu'on a fait énormément de choses autour de ça, autour de la formation, autour de l'éthique. J'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires. On a vraiment hissé la RSE à, je pense, parmi ce qui se fait de mieux en France. J'ai pas de fausse modestie à le dire. Mais en y réfléchissant récemment, avec mes collègues du comité exécutif et notamment avec Constance
Boire, la personne en charge de la stratégie, on s'est dit que c'était peut-être temps de faire passer la RSE vers le produit et le développement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en 8 ans, on a accompli l'essentiel du chemin. Il y a toujours des défis, bien sûr, mais et ce qui est important peut-être demain, c'est de dire voilà comment on peut encore plus intégrer ces RSE dans nos produits. Faire en sorte que toi, Frédéric, quand tu utilises un ticket restaurant, eh bien, tu te dises non seulement j'ai un produit performant, mais j'ai aussi un produit éthique. Non seulement je contribue, je dirais, à avoir une vie plus saine parce que je vais manger plus sainement, voilà. mais je sais que la société qui m'apporte ce service, eh bien, c'est une société qui est profondément éthique et qui respecte profondément, je dirais, l'environnement de travail, la planète, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est important, à la fois pour les clients et aussi pour les collaborateurs, évidemment. Bien sûr, bien sûr, c'est un écosystème. En tant que collaborateur, je développe une vraie fierté d'appartenance à être dans une entreprise qui est exemplaire. Et encore plus dans les nouvelles générations. Je sais très bien qu'il y a des jeunes talents chez nous qui me disent « mais moi, je ne pourrais pas travailler dans une entreprise qui ne correspond pas au sens de la responsabilité que j'espère. Ouais, voilà. Et je pense que l'utilisateur, c'est de plus en plus la même chose. Qui a envie aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, d'utiliser le produit d'une entreprise qui ne serait pas profondément respectueuse de l'environnement, des hommes, de l'éthique en entreprise, etc. Je voudrais qu'on parle de, tu l'évoquais tout à l'heure, avec cette palette de femmes et d'hommes qui fait la richesse d'Edenred, la multiculturalité, tu y tiens beaucoup, et le juste équilibre justement entre le global et le local. Comment on fait quand on pilote les ressources humaines d'Edenred comme toi? Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une plateforme commune. Tu vois, par exemple, on a lancé il y a 2 ans ce qu'on appelait le Dream Team Bootcamp. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment, OK, on a des Brésiliens, on a des Argentins, on a des Allemands, on a des Anglais, on a des Taïwanais, mais ce sont des cultures différentes, mais il faut qu'on détermine les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on attend partout dans le monde de nos managers? Qu'est-ce qu'on a en commun quelque part? Voilà, donc on a délivré les 11 Dream Team Commitments, qui sont les 11 principes qu'on attend de tout manager dans le monde, où qu'il soit. Et puis on s'est dit, bon, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut... Alors justement, 1 ou 2 exemples de ces commitments à partager avec nos amis. Par exemple, c'est la performance et l'attitude. Chez nous, c'est fondamental. La performance est nécessaire, bien sûr, parce que c'est ce qui guide, ce qui guide une entreprise. À un moment, tu peux dire ce que tu veux, mais si ton entreprise n'est pas profitable, tu peux rien faire. Bon, voilà. Mais l'attitude est fondamentale. Et on dit toujours chez Edenred que si tu n'as pas la bonne attitude, quel que soit ton niveau de performance, on n'acceptera pas. Performance et attitude. L'autre, c'est la culture du feedback. On dit souvent, feedback is a gift. Voilà, et vraiment cette formation qu'on a fait autour du Dream Team Commitment, qu'on appelait le Dream Team Bootcamp, qui était dans l'objectif de donner ce socle commun de culture managériale à l'ensemble des managers du monde, quel que soit leur pays, mais c'était aussi ça, leur dire voilà, tout le monde est en attente d'un feedback et aussi voilà, vous devez dire également à votre manager ce que vous attendez de lui. C'est cette liberté de parole qui doit nous permettre effectivement d'avoir une construction managériale qui soit positive et respectueuse. Bootcamp, ça parle, ça. C'est une formation de combien de jours? C'est une formation de 3 jours. 3 jours, parfait. 3 jours, avec des intervenants extérieurs, avec des workshops, etc. Et l'idée, c'est toujours de réunir parfois des gens du monde entier, pour justement les confronter à cette multiculturalité, et d'avoir dans un même groupe de travail des Sud-Américains, des Européens, des Asiatiques. Et justement, quand tu rencontres toutes ces populations qui font la richesse et la diversité d'Edenred, tu me dis toujours, moi j'ai des réunions avec tout le monde. C'est un peu le think global, act local, hein, c'est ça? Voilà, think global, act local. C'est avoir une vision globale parce qu'on est un groupe mondial, parce qu'il faut partager des valeurs communes, des objectifs communs, mais toujours s'adapter au contexte et aux spécificités locales. Le reflet de la multiculturalité, on l'a avec les équipes RH aussi. Raconte-nous un peu. Comment tu construis ces équipes et comment sont ces relais, justement? Quels sont les relais? Parce que les pays ont diverses tailles pour Edenred. Comment tu fais? D'abord, ici, tu vois, on n'appelle pas ça un siège, on appelle ça un EQ, Expertise Quarter. Parce que notre objectif, c'est de délivrer pour les opérations. Ce n'est pas les opérations qui sont au service de nous, c'est nous qui sommes au service des opérations. Il ne faut jamais l'oublier. Donc on leur donne de l'expertise pour faciliter leur travail. On leur donne de l'expertise parce que, voilà, moi j'ai des pays où j'en ai moyen important parce qu'ils sont gros, puis j'en ai où il y a 70, 100 collaborateurs. Et bien c'est à nous de leur délivrer les bonnes plateformes de systèmes d'information, les bons process, etc., pour que chaque collaborateur dans le monde, où qu'il soit, ait le même niveau de service.
Ça, c'est très, très important. On parle de ce caractère multiculturel de ce groupe où Ouais. tout a commencé dans les années 60, là, c'est ça? Ouais, Jacques Borel, 62. Oh, 1962. Voilà, on Et n'était pas ceux qui encore s'en nés. souviennent, exact, ceux qui s'en souviennent, c'était le fameux tricatel Exactement, dans l'aile ou la exactement. cuisse avec Louis de Funès. Et Coluche. Et exactement. Jacques, construction d'un socle au niveau RH, qu'est-ce que ça signifie? Il y a différentes choses à, j'allais dire, à valider, à sécuriser. Hein. SIRH déjà. Hein. Oui, déjà, quand tu es présent dans autant de pays différents, la base, c'est construire un système d'information RH qui soit commun à tout le monde. Ouais. Ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé, mais grâce aux moyens qu'on m'a donnés et à la qualité de mes équipes, on a pu mettre ça très très vite en place. Et là, tu peux commencer à construire. Voilà, tu peux construire ton corps RH et puis après, développer les modules de formation, de gestion des talents. Maintenant, on a même les systèmes d'enquête employée, d'employés surveillés dans ce système. Et voilà, plus tu l'enrichis, plus justement, ça te permet d'avoir cette notion de service, d'amener à chacun des pays un très bon niveau, une très bonne qualité de service RH. Et puis, ça crée de la cohésion aussi. Bien sûr. Les process sont, si je dis souvent, c'est la cohérence des process crée la cohésion des hommes, et non pas l'inverse. Si tu ne partages pas des pratiques communes, c'est très très difficile d'avoir de la cohésion. Alors que si tu mets en place des bonnes pratiques partagées par tous, et bien derrière ça renforce la cohésion. Et puis, un bon exemple, c'est les talent review. Si tu n'as pas un process bien précis de talent review, avec les mêmes manières d'évaluer partout dans le monde, eh bien, tu ne peux pas construire une gestion des talents. Tu ne peux pas construire des plans de succession. KPI, tu ne pourras pas piloter. Si tu dis, ben voilà, le iPod, le Key People, voilà, si tu as 10 définitions différentes, à la fin, tu n'as pas de définition. Donc voilà, c'est tous ces process et qui permettent derrière d'identifier et aussi de faire monter des gens dans notre fonction, de développer la promotion interne, qui est pour moi quelque chose de fondamental. Et puis, voilà, d'avoir des personnes qui bougent partout dans le monde, comme c'est le cas dans mon équipe aujourd'hui. Et puis c'est aussi, si on parle de la symétrie des attentions, si tu traites bien ton client interne, alors il traitera bien le client final, c'est aussi leur permettre, quelle que soit la taille du pays, d'avoir un même accès au service aussi. Tout à fait, mais c'est ça. Pour moi, l'équité est quelque chose de fondamental. Et moi, je veux que le salarié de Buenos Aires, il ait les mêmes droits que celui qui est à Paris et les mêmes droits que celui qui est à Taipei. Jacques Hadou est notre invité dans La Voix des RH avec Aiming. On va parler de l'engagement. Tu connais évidemment le baromètre de l'engagement et de l'absentéisme d'Aiming. Hein, c'est une référence. Le prochain, ce sera au mois de juin, donc dans quelques semaines. Ce sont des sujets, hein, l'absentéisme, l'engagement qui occupent les DRH. Et toi en particulier, comment est-ce que tu les abordes? D'abord, moi j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui propose des produits pour développer l'engagement des collaborateurs. Ça facilite les choses. Donc déjà, non mais tu as intérêt du coup à être exemplaire. Ah mais bien sûr, le premier conseil que je pourrais donner à tous mes amis DRH, c'est utiliser les produits Edenred et vous verrez votre niveau d'engagement ira très vite en progression. Bon commercial, hein, Jacques, en plus. Hein, voilà. Tu sais, ça m'arrive parfois de faire des rendez-vous. Quand je connais les DRH, voilà, et des fois, ça peut me permettre d'accompagner, et j'aime bien ça. Non, mais on est dans un monde où l'engagement est à la fois très présent dans les nouvelles générations et parfois aussi complètement absent. Ouais. Il y a les anglo-saxons, en termes pour ça, ils appellent ça la YOLO Generation, pour You Live Only Once. C'est cette manière de dire, finalement, ok, je vis au jour le jour parce que, voilà, avec la gare à droite, etc. Je ne vais pas vous faire. Je me projette pas. Je ne me projette pas. Et ça, on peut aussi le retrouver dans l'entreprise, parce que si je ne me projette pas dans ma vie personnelle, ça va être très difficile de me projeter dans l'entreprise. Et nous, notre devoir, c'est justement d'arriver à leur dire, oui, tu peux te construire un avenir. Tu peux te construire un avenir parce que, voilà, tu vas être dans un environnement qui va te motiver. D'où l'importance du management, la proximité managériale, voilà, de créer cette communauté, ce lien très important, et donner des perspectives de carrière. Parce que même si effectivement ils disent ok, je vis un peu du jour au lendemain, ils sont aussi très demandeurs d'avoir une perspective. Donc ça c'est important, donner des perspectives. Oui, c'est-à-dire donner du sens au quotidien et pouvoir se projeter en se disant tiens, avec Edenred, je vais faire un bout de chemin en gros, et je vais m'enrichir. Je veux travailler pour une entreprise éthique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la CSE. 2, je veux avoir une ambiance de travail qui me convienne. Pour m'épanouir. Voilà, pour m'épanouir. Donc ça veut dire un management qui va être un management qui me respecte, où on me donne du feedback,
qui va me motiver et qui va savoir créer une communauté, un esprit d'équipe. Et 3, c'est, ben voilà, aidez-moi à me projeter pas sur les 20 ans, bien sûr, mais au moins sur mes 4-5 prochaines Alors années. ça, c'est intéressant, La Jacques, parce formation que est fondamentale. aidez-moi à me projeter chez vous, parce qu'autrement, je vais partir. Oui, Et tu as une moyenne d'âge qui est quand même relativement jeune, hein, je ne sais pas, ouais, 36 ans. 36 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont employables et qu'ils peuvent être dragués, hein. Aujourd'hui, on est dans des modes de séduction et plus dans des modes de sélection. Donc il faut savoir les garder, hein. Et encore plus dans ce contexte de chute de la démographie On qu'on est évoquait d'accord. tout à l'heure, où les talents vont de plus en plus rares. Ouais, Donc oui, il faut toujours que la personne se dise, OK, j'aurais plus intérêt à rester ouais, dans ma société que de partir. bien sûr. Et donc, il faut le retenir par tous les moyens. Et ça passe aussi par les différents outils qu'on développe de fidélisation au service des collaborateurs pour qu'ils aient, ce qu'on disait, le concept de joie de vivre, de bien-être. Oui, et puis si tu vends du bien-être à l'extérieur, bah, il faut Et il que... vaut mieux qu'ils soient, il vaut mieux que... plutôt heureux chez nous. Et je pense que c'est le cas. On est d'accord. Jacques, tu évoquais tout à l'heure aussi, ça c'est un bon indicateur, ce sont des bons indicateurs, ces surveys, ces enquêtes Ouais. en fait que tu fais, avec des indicateurs qui sont suivis. Particularité aussi, comme pour Jean-Claude chez L'Oréal ou Carole ou même Xavier chez Stellantis, ça remonte au comité exécutif, Oui, hein. bien sûr. Je peux te dire que dès que les résultats sortent, on est dans le bureau de Bertrand Dumazy et des autres membres du COMEX et ils sont très avides de comprendre voilà, ce qui a progressé, ce qui a régressé, où est-ce qu'il faut agir. Et on développe des plans au niveau de chacun des pays, Mhm. mais également un plan au niveau du groupe, qui a d'ailleurs été présenté en comité exécutif pas plus tard que la semaine dernière, où on dit, mais voilà, on va insister sur les 2 prochaines années, là-dessus, là-dessus, là-dessus. Voilà. Et donc, c'est vraiment toute une mécanique qui part du haut et qui descend après dans tous les pays. Parle-nous de cette enquête, elle a lieu tous les combien, il y a Alors, combien de questions, parce que ça vous intéresse, à vous qui nous alors, il regardez. y a une enquête qui se passe tous les 2 ans, qui est une enquête globale, mondiale, tous les 2 ans, avec Ouais. les mêmes questions qui sont posées à tous les collaborateurs du monde entier, D'accord. quarantaine de questions à peu près. Ok. Et d'ailleurs, chaque collaborateur peut amener un commentaire sur la question. Ça, c'est important, parce que c'est pas juste je réponds oui, non, etc. Je peux faire du Des verbatim. appréciations en fait. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Mhm. Pour moi, le verbatim est presque plus important. Bien sûr. Ouais, parce Parce que que ça te permet d'affiner l'enquête la prochaine fois. Exactement, parce que c'est-à-dire si par exemple, je ne vois pas de perspective pour ma carrière, ce qui est intéressant, ça va être le commentaire. Pourquoi? Parce que on m'en a jamais parlé, ou c'est parce Ou que je vois jamais mon effectivement, je vois manager. mon manager. Voilà. Donc Ouais. c'est toute ce verbatim qui est pour nous fondamental. Et donc, les plans d'action après descendent même jusqu'aux équipes, parce que en fonction ici, par exemple, on a les résultats du groupe, il y a les résultats de l'e-quarter, et puis après il y a les résultats différents en fonction de chaque équipe. Donc, on essaie voilà, il y a une sorte de différents plans d'action et avec la plus grande proximité. Et l'outil que l'on a aujourd'hui permet aussi de faire ce qu'on appelle les pulse surveys. Qu'est-ce que c'est Ça ça? veut dire entre ces enquêtes tous les 2 ans qui sont 2 ans. pilotées par le groupe, D'accord. chaque équipe a la capacité, tiens, allez, là je suis un nouveau manager, ça fait 3 mois que je suis là, allez, j'aimerais bien, à travers 4-5 questions, comprendre l'état d'esprit de mon équipe. Et clac, on peut déclencher. Donc pulse, hein, c'est vraiment prendre le pouls en fait, Exactement, de l'équipe. c'est prendre Alors, à travers, là c'est beaucoup plus élevé, 4, 5, 6 questions au maximum. Qu'est-ce qu'on aurait comme question par exemple? Par exemple, qu'est-ce qui vous pousse à venir quel est votre état d'esprit le Motivation. matin quand vous arrivez D'accord. dans l'équipe? Êtes-vous satisfait de votre environnement managérial? Considérez-vous que c'est une chance de travailler pour Edenred? Voilà, des petites questions. Et ça c'est intéressant parce que ça évite d'attendre 2 ans supplémentaires Exactement. pour avoir un feedback en fait, hein. Et puis, bon, voilà, parfois, tu as des changements importants, tu as des réorganisations, tu as des fusions d'équipes, tu peux aussi, très important, lorsque on a eu une politique d'expansion ces dernières années très forte par l'acquisition de Ouais. sociétés. Ah oui, donc tu intègres des collaborateurs qui n'ont pas forcément la même culture, hein. Exactement, et quand tu intègres comme ça des nouveaux collaborateurs, des nouvelles entreprises, tu vas pas attendre 1 an et demi Donc là, de suite, tu peux déclencher une enquête qui va te permettre de sentir un peu, voilà, smell the place, quoi. Voilà. Jacques Adou, notre invité ici chez Edenred, chez lui. On est bien d'ailleurs, Jacques, hein. On est bien chez Edenred. Parle-nous du rôle du manager, puisque tu l'évoquais là, avec ces Pulse Survey. Est-ce que je suis satisfait de mon manager? Est-ce qu'il vient vers moi? Est-ce qu'il me fait vraiment les bons feedbacks? Encore une fois, le manager est au centre de tout, hein. Oui, c'est dans ce monde, justement, comme on le disait tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, où les soft skills, où l'attitude va être de plus en plus déterminante. C'est un métier c'est une fonction qui va être de plus en plus, je crois, je n'aime pas le mot difficile parce que pour moi c'est un plaisir de manager, mais en tout cas où on va devoir intégrer de plus en plus de facteurs. Mhm. Et tu vois, quelque chose qui m'attriste, c'est je lisais récemment une enquête sur les jeunes diplômés des grandes écoles. Près de 35% de jeunes diplômés aujourd'hui qui sortent des écoles de management, mal nommées en l'occurrence, puisqu'ils ne veulent pas manager. Ils ne veulent plus manager.
comme si ça C'est vrai. devenait une contrainte et pas un plaisir. C'est clair. Donc c'est à nous aussi à redonner ce Et plaisir. ils se cachent en fait, hein. Ils Oui, disent: «Moi je veux pas, voilà». c'est à nous à redonner ce plaisir, de dire voilà, mais il y a qu'est-ce qui est plus valorisant que de s'occuper d'une équipe, que de faire progresser des gens, que de partager, De coacher une équipe, de hein, c'est coacher, ça. bien sûr, c'est ça. Ouais. Donc c'est aussi à l'entreprise, à travers les formations, comme je te le disais, à travers aussi une ambiance de travail, instituer voilà, un cadre qui va permettre à la personne de dire oui, et un accompagnement qui va permettre de dire ben, oui, j'ai envie de devenir manager parce que je sais que je serai accompagné, parce que je sais que je vais avoir un cadre positif autour de moi et que j'aurai les moyens aussi d'animer mon Ouais, bien équipe. sûr. Je parlais de coaching, on parle beaucoup de management Ouais. horizontal. Le manager, on n'est plus du tout dans ce mode descendant, hein. Il doit s'entourer, en fait, j'allais dire presque de plus fort que lui. Moi, j'ai dans mon équipe, chacune de leurs spécialités, tous mes collaborateurs sont bien plus forts que moi. Et je leur dis parfois, moi, je suis là pour être un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, le premier violon, il joue bien mieux du violon que le chef d'orchestre. Eh ben, pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai plein de premiers violons autour de moi qui sont des gens extrêmement forts dans leur expertise. Et j'essaie de mettre tout ça en musique et de les faire monter pour qu'un jour, ils soient chefs d'orchestre à ma place. Mm. Jacques, tu parles de premier violon, tu parles de chef d'orchestre. Moi, je voudrais qu'on parle de cette corde sensible qui t'anime depuis tant d'années. Le métier de DRH demain, toi qui as été dans le retail avec Virgin, qui a été dans la Ouais. téléphonie mobile avec SFR, dans l'hospitalité avec Accor, on parlait de clients internes, clients externes, et puis Capgemini. Comment tu vois là? Déjà, quand tu regardes dans le rétro, toutes ces multiples expériences dans ces différents secteurs. Ouais, déjà, je crois que j'ai eu la chance de vivre ces expériences différentes et ça m'a enrichi à chaque fois. Ouais. Et je crois que c'est un des aspects positifs de ce métier de DRH, c'est que ben voilà, j'ai pu passer de l'industrie au retail, du retail à la téléphonie à l'hospitalité, de l'hospitalité à la technologie et aujourd'hui être dans cette merveilleuse entreprise qui est Edenred. Chacune de mes expériences m'a enrichi. Parce que j'étais confronté à des problématiques différentes, avec des publics différents. J'imagine bien que le vendeur de World Music chez Virgin, c'était pas tout à fait la même chose que l'ingénieur informatique Chez SFR. chez SFR ou chez Capgemini. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais à chaque fois, je me suis enrichi et j'ai grandi. Ouais. J'ai grandi grâce à ces différentes expériences. Et avec un trait commun quand même à tout ça, c'est que tu t'occupes des gens. La vraie richesse, elle est humaine. Et bien sûr, elle est humaine. Et c'est pour ça que je pense que tu peux passer d'un environnement à l'autre à partir du moment où tu as la passion des gens et à partir du moment où tu aimes les gens. Et la joie de vivre que tu as. Et la joie de vivre, tout à fait. Ouais. La motivation, on la sent, hein, elle est toujours là, Ouais. elle est inchangée. On parle beaucoup du positionnement du DRH hein, par rapport au business. Est-ce que ça doit être un accompagnateur de... Comment tu vois les choses, hein, toi? Moi, je crois que le DRH, ça doit d'abord être un créateur de talent et développeur de bien-être. Et puis, avec quand même toujours et puis un facilitateur aussi. Je pense que, voilà, moi, au sein du comité exécutif, ben voilà, je parle avec tout le monde et j'essaie de faire le lien, de comprendre parfois quand il y a des discours qui peuvent être plus ou moins compris ou des petits coups de mou parfois chez mes collègues, être là aussi pour les soutenir, pour les aider. Je pense que voilà, tout modestement, je pense que le DRH, c'est aussi l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer quand ça va moins bien. Et puis se confier aussi. Se confier aussi, c'est bien sûr la personne qui doit faire en sorte que tout aille le mieux possible, mais il faut être très attentif aux signaux faibles. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aimer et comprendre les gens. Parce que quand tout va bien, c'est magnifique. Quand c'est un peu plus dur, ben, il faut être là et encore plus là. Et puis savoir dire, oh là, je sens que ça va un peu moins bien. Et prendre le temps. Prendre le temps de s'asseoir, prendre le temps de parler. C'est pour ça que moi j'aime ici. Je suis jamais en télétravail. Je suis jamais en télétravail parce que si j'ai choisi ce métier, c'est pour être proche des gens. Et si je suis dans mon appartement ou dans ma résidence secondaire, je ne dis pas que de temps en temps, j'aimerais pas y être. Mais c'est parce que voilà, j'ai mes rendez-vous, mon agenda qui est très rempli, parfois un peu trop. Mais ce que j'adore, c'est me promener dans les Le contact, couloirs. la machine à café qui nous a manqué pendant le Covid. Voilà, C'est ce que tu dis aussi aux collaborateurs et collaboratrices pour justement limiter l'absentéisme. Hein. Bien sûr, c'est le Venez, plaisir le d'être ensemble. collectif. C'est le plaisir d'être ensemble. Si tous les matins, tu es heureux d'aller au boulot, si tu as la banane, si tu aimes tes collègues, si tu aimes ton manager, effectivement, ce sera quand même plus facile de venir que si tu as un environnement toxique. Ouais, tu traîneras les pieds. Je reviens une petite seconde sur l'IA. Ça, c'est un vrai chantier qui demande de la dextérité, de la passion pour les autres et de l'engagement. Et ce qui est intéressant, un peu comme Jean-Claude Legrand chez L'Oréal, c'est que la fonction RH, elle est au centre de tout ça, hein, de cette bascule des technologies et de l'IA. Hein. Oui, parce que va falloir apprendre aux équipes à travailler dans un autre environnement et l'anticiper. Mon patron dit souvent If you fail to plan, you plan to fail. Et j'aime bien cette phrase. Ouais. Parce qu'effectivement, si tu n'anticipes pas, tu subis. Et le propre d'une entreprise, pour elle, mais aussi pour ses collaborateurs, c'est effectivement d'avoir toujours un coup d'avance.
Et tu vois, quand on fait référence à la révolution Internet, tu peux te demander pourquoi, effectivement, c'est pas Walmart qui a inventé Amazon. Pourquoi c'est pas IBM qui a créé Google? Ben, parce qu'à un moment, ben, parfois, tu es dans une situation très confortable et Tu sors pas de ta zone de tu sors confort. pas, tu n'arrives pas à penser out of the C'est box. ça, ouais. Et je crois que voilà, le rôle du top management d'une entreprise, eh ben, c'est ça, c'est pousser à aller de l'avant, penser ce que sera le futur. Et nous, les RH, on est là pour non seulement pour accompagner, mais aussi pour anticiper, pour dire quels seront les besoins de demain, comment on va permettre de faire évoluer les personnes par rapport à ce qui sera. Toi, aujourd'hui, on a décidé, plus aucune personne ne sera embauchée chez Edenred sans qu'on ait testé, je dirais, sa capacité à comprendre l'IA. Et d'ailleurs, il y a une cellule RH dans tout le processus. On a une équipe qui gère en transverse Ouais. l'IA Pour au toute la niveau maison d'entreprise, Edenred, pour donc. toute la maison, parce que c'est forcément, ça impacte tout le Ça monde. impacte tout le monde. Ça Ouais, impacte tout le d'accord. monde. Donc, il ne s'agit pas qu'on commence à travailler, Pierre à Paul, Pierre à droite, je dirais, Ouais, bien sûr. et François à Ouais, gauche. qu'il y ait une ligne directrice. Non, il Un faut process qu'il au y ait une sens noble du coordination terme. transverse Bien pour sûr. dire, voilà, au marketing, à la vente, au RH, comment ça va impacter l'IA. Donc, il y a une équipe projet et au sein de laquelle, bien évidemment, il y a des membres de mon équipe avec un sous-projet spécifique Intéressant, hein, ça. IA. Et d'ailleurs, la semaine dernière, pendant cette convention, Mhm. j'ai eu toute une journée avec mes équipes dont le thème était comment l'IA va impacter notre manière de recruter, notre manière de former, notre manière de De développer les collaborer. compétences, de collaborer, etc. Mm. On voit le rôle des RH qui est on ne peut plus clé, Et parce que ça sert aussi à rassurer les collaborateurs. bien sûr. Si les collaborateurs voient que tu t'occupes de l'IA, que tu leur en parles, Que tu etc., anticipes. ça permet de démystifier, à la fois de démystifier et de rassurer. Alors, on va terminer cet entretien. On passerait des heures avec toi, cher Jacques. Quel message, en tant que président aussi du cercle de l'excellence RH, tu peux nous en parler d'ailleurs de ce cercle, parce que c'est Oui, quelque chose qui te tient à cœur et ça montre ta passion pour l'humain, en fait. oui, parce que je crois qu'aussi le partage avec mes pairs est fondamental. Ça fait quand même un certain temps que je travaille dans les ressources humaines et je cherche toujours aussi à m'enrichir de ce que font les autres. J'ai toujours avide de leur demander ben voilà, comment ils ont pu appréhender certains sujets. Et j'adore ce partage. Et l'idée du cercle, c'était effectivement de réunir des DRH de grandes entreprises françaises et internationales et de se dire, ben voilà, quels sont les thèmes qui nous tiennent à cœur, comment on peut faire favoriser le meilleur partage d'expérience, et puis aussi un peu reconnaître, voilà, à travers certains prix, certaines récompenses, valoriser le travail de la fonction RH Oui, et distinguer la et faire honorer. resplendir. Ouais, ouais, bien sûr. Exactement. Quel dernier message tu auras envie de faire passer à nos amis? On a vu cette passion, cette humilité aussi qui te caractérise, hein. Oui, humilité et ambition. Je pense que c'est ça. Je crois que ce qu'a m'a appris ma carrière, c'est qu'il faut toujours avoir l'humilité de se remettre en cause. Et dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein. Mhm. Donc, de se dire, voilà, affronter chaque situation avec essayant d'avoir une forme de virginité intellectuelle pour justement à la fois profiter de cette expérience, mais aussi être prêt à recevoir tous les inputs nécessaires à l'évolution des fonctions et des métiers. Et puis ambition, parce que si tu n'as pas toujours l'ambition de faire mieux, à ce moment-là, tu peux rester chez toi, quoi. Ouais. Nous, on était très bien chez toi, chez Edenred. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir. Jacques Hadou était notre invité, le directeur des ressources humaines et de la RSE du groupe Edenred. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre si fidèlement. On sera avec un prochain invité très prochainement. Merci à Victoria, aux équipes Aiming et puis aux équipes des Années Folles qui nous accompagnent sur ce rendez-vous. À très bientôt. Merci.